Aujourd'hui, si je me lève chaque matin, c'est aussi parce que c'est extrêmement gratifiant. Est-ce que vous me conseilleriez ce métier aujourd'hui ? Bien sûr, si vous êtes motivé, c'est un métier qui est, je trouve, très utile à la société. Quand j'ai croisé Jeanne Cavelier lors d'une conférence intitulée « Écrire la guerre en Ukraine », j'étais ravie de pouvoir m'entretenir avec elle. Être utile à la société tout en défendant ses propres convictions au sein d'une ONG m'a toujours semblé être le moyen parfait de donner un vrai sens à sa vie professionnelle. Quand elle s'est engagée il y a 5 ans pour l'ONG Reporters sans frontières, Jeanne Cavelier ne s'imaginait sans doute pas que la zone dont elle allait assurer la couverture pour RSF, à savoir l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, se retrouverait si vite propulsée par l'actualité au centre de l'attention mondiale. Depuis la réélection de Loukachenko au Bélarus en 2020, puis l'invasion à grande échelle russe en Ukraine en 2022, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir être utile à mes confrères et mes consoeurs qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à ces régimes autoritaires. Une utilité qui se traduit par des missions sur le terrain, comme par exemple en mars 2022, lorsque Jeanne est partie très vite en Ukraine. 2-3 semaines après le déclenchement de cette invasion à grande échelle, on est allé sur place pour ouvrir un centre pour la liberté de la presse à Lviv. On a été la première ONG à proposer des équipements de protection pour les journalistes, des gilets pare-balles, des casques, pour aller sur le terrain en étant le plus préparé possible en termes de sécurité. Travailler au sein d'une ONG dont on partage les engagements et les combats peut sembler être, à première vue, un métier de rêve. Mais l'est-il vraiment ? Le témoignage éclairé de Jeanne Cavelier, salariée de Reporters sans frontières. Au-delà de la fonction, comment décririez-vous votre métier à RSF, journaliste, activiste, autre chose ? Entre les deux, je suis à la fois journaliste, je l'ai toujours été, et militante pour défendre le droit à la liberté de la presse et soutenir les journalistes en danger. Est-ce que vous pourriez nous résumer le parcours qui vous a mené jusqu'à Reporters sans frontières, entre études, premier job ? J'ai eu un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait une prépa pendant 1 an, une prépa BL, lettres et sciences sociales. Et j'ai étudié à Rennes pendant 4 ans, à l'Institut d'études politiques de Rennes. J'ai fait une année notamment à l'étranger en Ukraine. Ensuite, j'ai intégré un master de journalisme dans une école de journalisme reconnue qui s'appelle le CUEJ à Strasbourg. Et professionnellement ? Professionnellement, j'ai travaillé comme journaliste dans la presse spécialisée d'abord. Et ensuite, j'ai fait un petit encart en Russie comme gouvernante d'une famille de milliardaires. Et j'ai écrit un livre sur cette expérience. Et ensuite, je suis retournée dans le journalisme comme correspondante à Moscou de différents médias. J'étais pigiste et je suis rentrée en France. J'ai travaillé notamment pour la rédaction du Monde et je suis rentrée à Reporters sans frontières il y a environ 5 ans. En rentrant en France, et c'est toujours le problème des correspondants étrangers quand ils reviennent en France, j'avais pas la possibilité de poursuivre mon expertise sur la Russie de manière générale et ses voisins. Et je cherchais un peu à faire autre chose et j'ai trouvé, grâce à Reporters sans frontières, un moyen de continuer à faire un peu de journalisme et en même temps d'être très utile à mes confrères et mes consoeurs journalistes et de travailler sur la zone. Donc de mettre en valeur mon expertise sur la zone. C'est ça qui m'a vraiment poussée à travailler pour cette ONG. Aujourd'hui, si je me lève chaque matin, c'est aussi parce que c'est extrêmement gratifiant. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'ONG Reporters sans frontières et nous dire en quoi consiste concrètement votre métier au sein de RSF ? Reporters sans frontières est une ONG qui défend la liberté de la presse et ceux qui exercent cette liberté de la presse, c'est-à-dire les journalistes, partout dans le monde. On a des activités à la fois de plaidoyer, expliquer au grand public, aux institutions, au gouvernement, pourquoi c'est important de défendre la liberté de la presse, pourquoi il faut soutenir les journalistes et comment les soutenir, pointer là où il y a des problèmes, proposer des solutions. Et ensuite aussi, on a des activités d'assistance, donc assister les journalistes qui sont en danger pour les aider à sortir
rapidement de leur pays ou financer par exemple une aide juridique quand ils sont poursuivis à cause de leur profession ou du matériel qui est cassé pendant des manifestations qu'ils couvraient par exemple. Et votre mission à vous particulièrement ? Je suis chargée de monitorer une zone qui se dégrade en termes de liberté de la presse, donc l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Donc je fais une revue de presse, une veille de tout ce qui se passe dans ces 12 pays en termes de liberté de la presse, aussi bien au niveau des exactions contre les journalistes, de la législation ou des choses positives comme ça peut arriver également. Et mon travail, c'est d'écrire des communiqués de presse sur ce qui arrive ou des tweets. Alors évidemment, on priorise en fonction des événements et de faire remonter aussi les besoins des journalistes qui sont sur place. Qu'est-ce que vous appréciez le plus personnellement dans votre métier ? J'aime beaucoup justement ce que j'ai fait là, la fonction de porte-parole, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est que le journalisme, ce que c'est que la liberté de la presse, pourquoi c'est important justement quand on voit le déferlement de désinformation aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux. Ce que j'apprécie également, surtout depuis la réélection de Loukachenko au Bélarus en 2020, puis l'invasion à grande échelle russe en Ukraine en 2022, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir être utile à mes confrères et mes consoeurs qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à ces régimes autoritaires. Utile en quoi concrètement ? Par exemple, pour l'Ukraine, on est allé 2-3 semaines après le déclenchement de cette invasion à grande échelle, on est allé sur place pour ouvrir un centre pour la liberté de la presse à Lviv. Et on a été la première ONG à proposer des équipements de protection pour les journalistes ukrainiens et les journalistes étrangers qui se rendaient sur place pour qu'ils puissent avoir des gilets de protection, des casques, des gilets pare-balles, des casques pour aller sur le terrain en étant le plus préparé possible en termes de sécurité. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on pourrait parler de l'aspect financier de ce métier ? Est-ce que vous gagnez correctement votre vie et plus généralement, est-ce que les métiers au sein des ONG sont normalement payés si on les compare à des fonctions identiques dans le secteur public ou privé ? Alors, c'est difficile de comparer. Je suis mieux payée que quand j'étais pigiste à Moscou, mais je suis moins bien payée que quand je travaillais au Monde, par exemple. Évidemment, le milieu des ONG n'est pas un monde où les gens sont très bien payés, puisque c'est une vocation aussi. Et malheureusement, souvent, ce genre de métiers ne sont pas extrêmement rémunérés. Mais je gagne correctement ma vie suffisamment pour pouvoir vivre à Paris. Si je décide de me lancer dans le même métier que vous, quelles sont selon vous les qualités indispensables que je devrais avoir ? Beaucoup de curiosité et aussi beaucoup de dynamisme. Parce qu'il faut toujours s'adapter. Il y a un besoin d'adaptation, que ce soit dans le journalisme ou dans une ONG comme Reporters sans frontières. Je ne dis pas que toutes les ONG sont pareilles parce que je n'ai que cette expérience-là. Mais effectivement, par exemple, pour l'Ukraine, il a fallu réagir tout de suite, essayer de comprendre quels étaient les besoins sur place et essayer de trouver des solutions à notre petit niveau pour faire face à la pénurie de casques et de gilets pare-balles à destination de la presse, pour faire face aux besoins psychologiques aussi des journalistes qui étaient traumatisés, etc. Donc toujours trouver des nouvelles idées pour essayer de répondre à ces besoins-là. Est-ce que vous me conseilleriez ce métier aujourd'hui ? Bien sûr, si vous êtes motivé, c'est un métier qui est, je trouve, très utile à la société. Quels conseils ou mises en garde me donneriez-vous ? Comme conseil pour devenir journaliste, je dirais que d'abord, il faut aller sur le terrain. C'est, je pense, une chose qui est
fondamentale quand on commence. Aller voir les rédactions évidemment pour voir quels sont leurs besoins, mais aussi aller à l'étranger. Je pense que c'est une expérience. J'ai vu en travaillant dans certaines rédactions que des jeunes journalistes qui avaient commencé tout de suite à travailler dans une rédaction nationale, par exemple, sans avoir cette expérience d'abord de terrain, étaient très frustrés et justement prenaient une année sabbatique ou deux ou quitter leur rédaction pour pouvoir avoir cette expérience du terrain. Mais après, tout dépend des affinités, puisque par exemple, si vous voulez être sûr d'avoir un travail en tant que journaliste, vous pouvez plutôt vous lancer dans le data journalisme, qui est aujourd'hui une compétence très demandée et nécessaire quand on voit justement, là je parlais de la documentation des crimes de guerre, et avec toutes les données ouvertes qui sont accessibles aujourd'hui aux journalistes, c'est bien que les journalistes puissent avoir les outils pour travailler avec ces données. Pour ça, il faut qu'ils soient formés. Et le data journalisme est un univers qui n'est pas encore suffisamment exploité par les jeunes journalistes. En quelques mots, comment on expliquerait ce qu'est le data journalisme ? Le journalisme de données, c'est travailler avec des données, souvent des données ouvertes, c'est-à-dire des tableurs Excel, des données qui sont fournies par les gouvernements ou, pour ce qui est de la Russie, par exemple, simplement disponibles sur le dark web. Voilà, il y a plein de données qui traînent et qui sont tout à fait exploitables. L'idée, c'est de comprendre ce que peuvent révéler ces données en ayant les outils pour les travailler, et bien sûr avec un angle journalistique qui permet de définir un sujet à partir de l'exploitation de ces données. Et si je décide de me lancer dans une ONG, quels conseils me donneriez-vous ? Alors, il faut être très motivé. Là, pareil, je pense qu'une expérience de terrain pour commencer peut être, en général, très appréciée dans les ONG. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de commencer dans un service qui n'a pas forcément sa préférence pour après évoluer vers d'autres choses. Est-ce que vous vous rappelez précisément du ou des moments où vous avez eu un déclic, où vous vous êtes dit « je veux faire ce métier ». Ce métier, je l'ai choisi depuis que j'étais petite. Je faisais déjà le journal dans mon école. Et c'était plus l'idée de voir les grands reporters à la télévision qui allaient dans des pays qui étaient très lointains et qui rapportaient comme ça des histoires vécues et qui m'intéressaient énormément. Et c'est ça qui m'a inspirée, même si ensuite je me suis pas du tout tournée vers la télévision, puisque c'était pas un média qui me plaisait. Mais c'est vraiment l'inspiration de voir des grands reporters qui voyageaient et qui rapportaient ces histoires absolument étonnante et intéressante de mon point de vue. Est-ce que vous me conseilleriez un film, un documentaire, un podcast ou un livre inspirant et qui vous a apporté quelque chose dans votre choix ou dans la manière dont vous pratiquez votre métier aujourd'hui ? Un livre qui m'a énormément marqué, c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, journaliste essayiste biélorusse, qui met en récit des témoignages de personnes qui ont vécu l'Union soviétique et qui racontent différentes époques. Et c'est extrêmement poignant et ça révèle énormément à travers ces personnages, ces témoignages réels, ça révèle un certain substrat de différentes parties de la société soviétique et post-soviétique. C'est extrêmement important à connaître quand on est journaliste spécialisé sur cette zone. Y a-t-il des rencontres importantes qui ont directement influencé votre parcours, des personnes qui ont compté ? En fait, oui, à Moscou, j'ai rencontré Isabelle Mandreau, la correspondante du Monde, et on a tout de suite sympathisé. Et c'est vrai que grâce à elle et sa vision aussi plus prospective, elle avait été correspondante aussi en Afrique du Nord.
Et surtout, elle m'a fait confiance. Donc là, j'ai une immense gratitude pour la remplacer aussi quand elle était absente à Moscou, et ce qui m'a permis après de découvrir aussi le travail dans une grande rédaction. Ça, c'était une rencontre importante. Une autre chose qui a marqué aussi mon parcours, c'était mon stage à l'AFP, à l'agence France Presse, ici en Pologne, à Varsovie. Quand j'étais encore étudiante à Sciences Po à Rennes, et un stage d'1 mois seulement, parce qu'ils ne pouvaient pas m'accueillir pendant 6 mois. C'était juste avant que je parte justement en stage en Ukraine. Et là, c'était extrêmement marquant, notamment un journaliste qui est décédé depuis et qui travaillait à l'AFP à cette époque-là, qui m'a beaucoup appris sur la rigueur des faits et sur la manière de récolter une information fiable. Et c'est vraiment ce stage à l'AFP qui, professionnellement, m'a appris énormément de choses. Comment voyez-vous votre avenir ? Est-ce que cette expérience au sein de RSF est uniquement une parenthèse dans votre métier de journaliste ou un engagement définitif dans le monde des ONG ? Je pense que rien n'est jamais définitif. Je verrai en fonction de mes envies, en fonction des opportunités. Je me sens pas comme ayant coupé totalement avec le journalisme, mais je n'exclus pas non plus de m'engager dans une autre ONG sur un autre secteur. Et je sais pas, c'est en saisissant les opportunités aussi qu'on progresse personnellement. Donc on verra. Je pose toujours une question sur l'intelligence artificielle dans ce podcast, sur ce qu'elle pourrait changer dans la pratique de chaque métier. On sait en l'occurrence qu'elle peut être un terrible allié de toute forme de manipulation de l'information, mais est-ce qu'elle pourrait à terme également aider à lutter contre ? Oui, évidemment, c'est une double face, l'intelligence artificielle. Donc pour le journalisme, on fait face à énormément de dangers, et on en parle beaucoup, des dangers de l'intelligence artificielle. Ça pourrait également être une aide pour des journalistes, justement, pour essayer de recueillir une information fiable et reconnaître une information fiable. Donc, par exemple, chez RSF, justement, on a écrit une charte sur l'intelligence artificielle pour aider tous les acteurs des médias à l'utiliser de manière éthique, déontologique, à respecter la déontologie du journalisme. Par exemple, on peut créer ce qu'on a commencé à faire, une sorte de chat GPT avec uniquement des sources fiables. On l'a fait là sur l'environnement, par exemple, plus précisément le changement climatique. Et donc ça a été testé par des journalistes, ce qui les aide à produire des articles de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et un grand merci également à vous tous d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Métier de Rêve.